assisté à une démonstration hier soir, un game set entre Oklahoma City et Denver qui a tourné largement à l'avantage du Thunder, victoire 125-93. Je parle de démonstration, je pense que c'est pas un mot trop fort pour la prestation d'OKC qui a complètement dominé cette rencontre décisive. On va revenir évidemment sur l'autre série qui était à l'Est, on va revenir sur toutes les séries. Je vous propose qu'on commence donc avec OKC Denver, l'issue de d'une série très serrée qui nous a donné un match du coup à sens unique quasiment. Denver a fait illusion pendant 8 minutes, allez, on va dire un quart temps, on va aller jusqu'à un quart temps avant de complètement perdre pied. Euh, j'ai le sentiment sur lequel j'aimerais vous lancer moi, c'est que ce match, il résume à mes yeux quelque part l'espèce de montée en puissance d'Oklahoma City. Je trouve que par exemple chez Gilgeous-Alexander dans ce match, tout au long de la série, c'est de plus en plus comporté comme un patron, bien aidé évidemment autour de lui. J'ai vu qu'il y avait des stats comme quoi voilà, il n'est pas de coéquipier qui a mis plus de 20 points, mais pourtant je peux vous garantir que ça se voit qu'il y avait beaucoup de soutien de son côté. Mais chez Gilgeous-Alexander qui monte en puissance, le Thunder qui comprend de mieux en mieux comment attaquer cette zone des Nuggets et qui comprend de mieux en mieux comment poser des difficultés à cette équipe des Nuggets, et ça donne du coup une démonstration à la fin. Ouais, Antoine, on disait l'autre jour qu'ils étaient en train d'apprendre collectivement et individuellement de découvrir leur super pouvoir, d'apprendre à ce niveau-là. Là, j'ai eu l'impression, on utilise souvent ce mot-là, mais peut-être que le mot de déclic est pas trop fort, je pense, parce qu'ils ont dû quand même affronter une équipe qui a été championne il n'y a pas longtemps, avec probablement le meilleur joueur du monde en face. Et en cours de série, avec quelques obstacles, hein, forcément, vu le niveau de l'adversaire, individuellement, que ce soit Shea, que ce soit Jalen Williams, dont il faudra parler, parce que si le coup de chaud qu'il a, alors que le match est encore serré, hein, sur le début de rencontre que tu évoquais, Jalen Williams a été excellent. Lui aussi, il apprend sur le tas et il a très très bien géré cette pression et ce challenge. Mais c'est une équipe qui a peut-être eu le déclic et qui est maintenant vraiment vraiment prête, je pense, après avoir passé un premier tour pas trop compliqué et passer un deuxième extrêmement compliqué, parce que Denver, on l'a dit plein de fois, est une super équipe. Denver a eu quand même il y a eu un scénario rocambolesque sur la fin de saison. Pendant ces playoffs, ils ont dû gérer là sur la fin la blessure d'Aaron Gordon aussi, qui a joué alors qu'il était annoncé forfait une demi-heure avant. Donc voilà, moi j'ai l'impression, c'est une équipe que j'aime bien, donc forcément je l'attendais un peu, ce déclic dans une série. Ils ont répondu aux interrogations, je trouve. Maintenant, il faut finir le job dans une série qui sera elle aussi très compliquée contre Minnesota. Ouais, je trouve le terme illusion un petit peu dur, Antoine, quand tu dis que les Nuggets ont fait illusion sur les 8 premières minutes du match. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que finalement, c'est Denver a très bien joué ces 8 premières minutes avec la zone dont tu parlais. Et que c'était assez intéressant parce qu'en fait, la pression était sur OKC, chez eux. Et ce que Denver a très bien fait, c'est qu'ils ont réussi à couper le rythme du Thunder. Et en fait, j'arrive pas à savoir si le Thunder finalement a réussi à mieux comprendre comment attaquer la zone. C'est surtout le déclic dont vous parlez par contre qui est réel. C'est que c'est comme s'ils avaient redécouvert que la principale force de leur attaque, c'est la défense. Et en fait, la manière dont ils ont fait exploser la zone de Denver, c'est avec toutes les interceptions dont tu parlais, Shai, le moment voilà, où comment Jalen Williams met ses paniers en contre-attaque, ça part de leur défense. Les ajustements, la manière dont ils ont décidé de défendre sur Nikola Jokic en mettant Caruso a été déterminante. Et c'est vraiment ça qui, je trouve, qui a permis à OKC de se lancer. Et une fois qu'il y a du rythme, une fois que tu es chez toi, une fois que tu as un effectif aussi long avec de tels athlètes, c'était juste plus possible en fait pour Denver, qui était plus que diminué. Aaron Gordon, je comprends même pas comment il a fait pour être sur le terrain. Franchement, c'est juste un truc de dingue en fait. Quand tu vois que c'est la même blessure qu'a eu Stephen Curry, c'est la même blessure qu'a eu OG Anunoby l'an dernier en playoff. Le mec était sur le terrain, il a tenu sa place. Donc derrière, effectivement, par contre, je pense que la notion de déclic, elle est pas surcotée parce qu'en fait, il y a eu un... Pour les équipes jeunes, comme c'est le cas d'OKC, il faut ce genre de bataille, en fait, de guerre, où tu es poussé dans tes retranchements, où tu te mets où l'équipe adverse te force à trop cogiter. Là, le début sur la zone, c'était ça, quoi. Tu sentais qu'ils cogitaient. Et c'était marrant parce que limite, je regardais la zone et je me disais, on dirait une zone d'anciens, en fait. Ils étaient pas du tout agressifs sur leur zone. Tu sentais que chaque mec du Thunder qui avait la balle se poser des questions. Est-ce que je dois tirer? Ouais, mais c'est tôt dans la possession. Est-ce que je dois pénétrer? Ouais, mais est-ce que Jokic, il est en bas ou il est au milieu, là, sur la zone? Et en fait, ils
ils les ont forcés à jouer sur un faux rythme sur les 8 premières minutes. Et après, il y a eu ce dont vous avez parlé tous les deux, là, l'explosion, mais qui part pour moi qui part vraiment de la défense du Thunder. Yes, quand je disais illusion, c'était purement sur le score, quoi. Disons Ouais, que ouais, non, non, pendant un quart temps, on a pu penser que Mm. c'était serré. D'ailleurs, c'était. Non, mais après, voilà, il y a eu l'explosion en même fin de première mi-temps. Bah oui, je rejoins tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, ils étaient pas, tu sais, ils laissaient les shooters complètement ouverts et OKC n'a fait que rater un 3 points au début. Je pense que c'est Caruso qui met le premier 3 points. Et s'il y avait eu de l'adresse, les Nuggets auraient rapidement pu être à -15. Mais voilà, il y avait le choix de laisser complètement ouvert les gars et les laisser shooter. Dort a raté beaucoup. Caruso a raté ses premiers. Puis après, ça a commencé à rentrer. Puis la défense, effectivement, 22 turnovers des Nuggets, 16 interceptions pour le Thunder. Caruso, encore une fois, si on regarde que la ligne de stats, Plus 40. voilà, c'est ça. Bah, voilà, c'est ça. Faut regarder plus minus à la limite. Parce que si tu regardes que les stats brutes, il est donc à 11 points, 3 passes, 3 interceptions. Tu peux pas réaliser à quel point il a été, encore une fois, quasiment le MVP de cette rencontre, en fait. Lui et Cason Wallace. Et je vais vous amener sur ça. C'est, en fait, d'un côté, il y a une équipe où quand les premières rotations rentrent, c'est Cason Wallace et Alex Caruso. De l'autre côté, quand tu as Peyton Watson, Julian Strother, il y avait Russell Westbrook aussi, mais unplayable les deux jeunes. Impossible, quoi. Et Westbrook Complètement à aussi. côté. Oui, et Westbrook Je suis aussi. désolé. Hein. Westbrook, Les trois, cata c'était sur un ce match. naufrage. Des mauvaises passes. Bon, il a mis ses 3 points dans le corner, mais que des mauvais choix. Pas de rythme. Étonnant de la part de Westbrook, pas de rythme. Et alors que le Thunder a mis du rythme, et ça rejoint ce que vous dites, quoi. Quand ton attaque, c'est ta défense. Si le Thunder n'est pas capable de toujours faire la défense sur attaque, de faire la différence sur attaque placée, si tu défends comme ça et que tu provoques autant de pertes de balles, que tu mets une pression telle sur le porteur adverse, Jamal Murray, on l'a pas vu au final, on n'a pas pu le voir, quoi. Il a mis quelques paniers exploits, mais ouais, ils ont étouffé complètement les Nuggets. Celui qui a répondu, celui qui a épaulé Jokic quelque part, ça a encore été Christian Brown. Hein. S'il répond présent, il n'y a quasiment pas de match sans, que ce soit en attaque ou en défense, il fait le job. C'est impressionnant. Et je veux juste revenir quand même sur le déroulé du score pour ceux qui n'ont pas vu le match. À 3 minutes de la mi-temps, il n'y avait qu'un point d'écart de retard. Enfin, d'écart, je ne sais plus qui était devant. Je crois que c'était peut-être OKC qui était repassé devant. Mais c'était relativement serré. Même si on sentait Denver un peu sur le fil, on le dit depuis plusieurs matchs, hein, physiquement, ils ont plus l'air sur le fil qu'OKC. Ils étaient encore dans le coup, mine de rien, alors que en face, il y avait cette maladresse extérieure. C'était pas encore plié, quoi. C'est vraiment ce passage de 3 minutes, les 3 dernières minutes, il y a un ouragan où OKC est en pleine confiance, pleine bourre, et en face, il y a plus de répondant. Ouais, de toute façon, ils étaient au trop du minuit, honnêtement. Déjà, on savait qu'ils n'avaient pas de banc, mais là, Aaron Gordon blessé, Michael Porter Jr. Blessé à l'épaule quand même tout du long. Là, en plus, si tu prends un match où t'as ni Peyton Watson, ni Strother, ni Westbrook qui peuvent t'apporter quoi que ce soit en sortant du banc, les minutes sans Jokic ont été dramatiques. Et ce qui était intéressant quand même, c'est qu'il y a eu des ajustements parce qu'en fait, voyant que c'était Caruso qui défendait sur Jokic, ils ont essayé tout au début de servir Jokic en bas. Mais en fait, la pression était telle entre Caruso qui bougeait Jokic, l'aide qui était très proche et la pression qui était mise sur les extérieurs qui ne pouvait pas lui donner la balle. Et en fait, on se retrouvait dans une situation, et ça Antoine t'en a parlé à plusieurs reprises, où on dit si ton meilleur joueur c'est un pivot, c'est trop dur parce qu'en fin de match tu peux pas lui donner la balle dans les bons timings, etc. C'est exactement ça c'est exactement ce qui s'est passé. Et le petit sursaut qu'il y a eu, c'est quand Adelman a finalement choisi de demander à Jokic de venir au poste haut. Et en fait, au poste haut, ils arrivaient beaucoup plus à lui donner la balle plus vite. Ça lançait le jeu offensif des Nuggets plus vite. Mais derrière, il était juste trop seul, en fait. Jokic était juste trop seul. Tu pouvais rien faire de plus face à une équipe qui était la meilleure équipe de la saison régulière. C'est même dingue, en fait, quand tu prends un pas de recul. Et j'enlève rien à la qualité de cette équipe du Thunder, qui est incroyable, qui est une très belle équipe. Mais tu dis, c'est même dingue que les Nuggets aient pu aller jusqu'à un Game 7 contre cette équipe-là. C'est fou. Et d'ailleurs, quand tu vois ce match qui est si peu serré, tu te dis, tiens, c'est fou que cette série, elle soit allée en 7 matchs là aussi. Tu sais, tu peux le prendre dans ce sens-là aussi. Mais je partage évidemment ce que tu as dit. L'ouragan du Thunder, j'ai le sentiment qu'on pouvait le voir venir. Parce que dans le deuxième quart-temps, les tirs tentés par Denver sont que des tirs difficiles. Il y a beaucoup de difficultés à aller créer le moindre mouvement. Il y a beaucoup de séquences où ils ne savent pas quoi faire, justement, mais pas
de pas savoir quoi faire comme OKC qui attaque une zone, c'est plus on sait pas quoi faire parce qu'il y a devant nous des Golgoth. Quand Jamal Murray demande un pick, il passe de Alex Caruso à Cason Wallace, c'est le même Ça, c'est problème, quoi. magnifique. C'est trop beau parce que c'est la séquence dont tu parles, en temps réel, en fait, c'était impressionnant, quoi. Parce qu'il demande le pic, et en fait, il se retrouve limite à devoir reculer à nouveau parce que la pression défensive est folle, quoi. Ouais, c'est juste trop fort et du coup il y avait plus trop de mouvement à Denver alors qu'OKC ratait des shoots mais tu sens que c'est que des bons tirs, il y a des tirs ouverts et puis après voilà Jalen Williams euh, qui d'ailleurs au-delà de son adresse fait une bonne série en fait. Il fait pas une Absolument. mauvaise série Jalen Williams, il joue bien, c'est juste qu'il manquait de réussite et là ouais, il s'est lancé sur 2-3 drives et derrière tu sens que voilà, c'est open, il finit avec 24 points. Pareil, quand je disais, je trouve que de plus en plus le type du patron, tout au long de la série d'ailleurs, vraiment, il y a eu une espèce de montée en puissance sur les 3-4 derniers matchs. C'est pas juste sur les performances, moi c'était vraiment dans l'attitude. J'ai eu l'impression de voir un Shea qui comprend de mieux en mieux de ok, au début, je vais faire des passes, je vais créer du jeu, je vais mettre un peu les gars en rythme. Puis petit à petit, je vais mieux comprendre quand est-ce que moi je dois vraiment attaquer. Là, on doit me voir. Là, maintenant, tout de suite, dans cette situation, on doit me voir. Il y a eu des moments au début de la série où je me disais, bah non, mais là, ton équipe prend un 14-0. Peu importe ce qui est prise à deux ou pas, c'est toi qui dois y aller en fait. Tu vois. Et là, j'ai trouvé que de mieux en mieux. Et après, ils portent les coups de grâce, c'est terrible. Quand il y a déjà 20 points d'écart et qu'il se met à leur mettre des step back Le step three, back à 3 points, et puis tout son arsenal, c'est-à-dire que on sait que il est ultra efficace et encore une fois, 35 points, 12 sur 19 au tir. Moi aussi, j'ai eu l'impression de voir une équipe qui grandit. Point intéressant, ok, si et je trouve que mais Hartenstein et Holmgren, c'est pareil, je trouve que ça a bien marché. Il y a peut-être des moments où ils reviendront à ce line-up selon le match-up, mais il y a une équipe quand même qui a beaucoup de profondeur et de capacité. J'ajouterai un truc, mais enfin, je le dis souvent sur cette équipe, c'est ce qui fait que je l'aime bien. Il y a certaines équipes qui sont très dans la démonstration, tu sais, qui célèbrent les paniers très tôt, qui célèbrent les dunks. Enfin, tu vois, Cason Wallace, il met un joli poster sur Jokic avec les coups. Cette équipe, malgré sa jeunesse, qui pourrait inciter d'autres à faire des célébrations, des gestes et machin, il y a un flegme, il y a un sérieux qui fait que cette équipe, elle est bien plus mature que son âge le laisse deviner. Parce que dans l'équipe, il y a Caruso qui a gagné un titre, les autres sont quasiment jamais allés loin, alors, ils ont disputé peu de matchs de playoff finalement, et ils arrivent à être équilibrés, pas dans l'excès. C'est pour ça que j'ai vraiment confiance en eux depuis le début, parce que ils arrivent à avoir cette retenue. Alors, je dis pas qu'il faut pas célébrer les paniers, qu'il faut pas interagir avec le public s'il y a des trucs chauds, mais ils sont. Ça me donne l'impression d'une équipe en mission, en fait. C'est ce que je trouve impressionnant avec eux. Et Shea, alors oui, il y a de l'évolution dans le jeu, tu as raison, il y a une bonne alternance entre le playmaking, les moments où il doit être plus agressif, toujours une efficacité là depuis. Ouais, ça fait 3-4 matchs qu'il est vraiment très très efficace, je trouve. Et voilà, malgré ça, ils restent au niveau psychologique presque dans ce qu'il dégage, toujours égal à lui-même, et c'est une énorme force, je trouve. On aura des occasions effectivement de reparler de cette équipe d'OKC, de son flegme, etc. Il y a une finale de conférence qui se profile à l'horizon, ce sera la première pour Shea et ses coéquipiers. J'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de Denver et de la suite. Tu l'as dit Théo, ils étaient très diminués. Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray aussi était malade au final d'ailleurs. Après le match, on a eu deux prises de position un peu différentes, même si pas complètement contradictoires. Il y a d'un côté Jamal Murray qui a dit qu'il est persuadé que les Nuggets peuvent encore gagner avec le noyau dur de cette équipe. Et de l'autre, on a Nikola Jokic qui a dit on a prouvé qu'on ne pouvait pas gagner avec ce roster. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il, lui, ne pense pas qu'on... Je veux dire, le roster, c'est plus large que le noyau dur. Ouais, voilà, il dit quand même, non, on a vu qu'on ne pouvait pas gagner. Donc lui, je pense, c'est une manière de demander des changements. Pour cet été, moi, j'irais quand même aussi dans le sens de Jokic. Je me dis que la base, j'ai envie de dire, c'est Jokic, Murray, Gordon. Mais d'un côté, selon les opportunités, la base, c'est presque que Jokic. Et Brown, évidemment, pardon. Et Brown. Intouchable.
Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que la base, c'est presque que Jokic, en fait, selon les opportunités. Selon les opportunités. C'est-à-dire que tu ne mets pas Brown, Gordon, Murray dans n'importe quel deal. Je pense qu'en plus, c'est pas simple de les dealer. Il y a des joueurs qui auront plus de valeur pour les Nuggets que pour les autres. Voilà, je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Ouais, Gordon a aussi ajouté en fait, il a pu observer, on a pu observer que c'était un peu l'équipe qui avait le moins de blessés qui gagnait à la fin. Donc lui aussi, qui est un joueur majeur de l'équipe, a l'air de considérer que le noyau dur peut y arriver sans les blessures des uns et des autres. Donc je pense qu'ils sont assez raccords là-dessus. Mais oui, ça peut pas. On a vu les limites du banc. Et la question, ça va tourner peut-être autour de est-ce que Michael Porter Jr., s'il n'est pas blessé la saison prochaine, est-ce qu'il peut être suffisamment déterminant pour que Denver soit à nouveau ultra performant? Est-ce qu'ils ont toujours ultra confiance en Jamal Murray? Enfin, le GM et le coach ont changé, donc peut-être qu'il faut aussi voir par rapport à ce qui va se passer de ce côté-là pendant l'intersaison. Jokic est imbougeable. Pour moi, Christian Brown, c'est intouchable aussi. C'était le plus fiable sur toute la série, je pense, presque de toute l'équipe, parce que même Jokic a sorti, ça fait combien? Ça fait 9 matchs de suite qu'il était à moins de 10 passes, il était un tout petit peu en dedans sur certains aspects, il a fait des matchs monstrueux, attention. Hein. Mais Brown a été ultra fiable en attaque, en défense, donc je le mets dans les intouchables aussi. Oui, mais ça peut pas rester uniquement comme ça. La question du coach aussi, est-ce qu'ils vont remettre Adelman, qui a fait plutôt du bon travail compte tenu du contexte quand même? Enfin, je trouve que c'était plutôt bien. Est-ce qu'ils vont tenter un gros coup pour faire venir quelqu'un? Ils ont les atouts théoriquement pour faire quelque chose. L'essentiel, c'est quand même qu'il y ait des solutions sur le banc. On le voit avec OKC, la différence, elle est abyssale. Des joueurs qui ont été responsabilisés tout au long de l'année, les Kayson Wallace et compagnie, Aaron Wiggins, même des joueurs qui ont très peu joué sur le dernier match, ils sont prêts à jouer direct. Tu sais qu'ils vont apporter en fait. Ils sont bien dans le moule. Il faut que Denver retrouve ces joueurs-là, retrouve des joueurs qu'ils avaient un peu avant, les Bruce Brown et compagnie. Il faut qu'ils retrouvent ça. Peut-être que ce sera la priorité pendant l'intersaison. Ouais, en fait, j'ai l'impression que la vérité est entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'avec ce groupe-là, et c'est les 4 joueurs dont tu as parlé, Antoine, pour moi, c'est vraiment les 4 indéboulonnables, entre guillemets, parce que ça dépend quel est le deal, effectivement, qui se présente. Mais ça fonctionne tellement bien que moi, je serais quand même frileux, par exemple, pour séparer Murray et Jokic, parce que tu sais pas vers quoi tu tends derrière. Et des reconstructions comme ça, c'est pas simple. C'est dur de retrouver de l'alchimie. Et donc moi, je serais quand même pour garder ce cœur d'équipe, mais par contre, derrière, il n'y a rien, en fait, dans cette équipe. Et même si là, ils ont eu des blessés, et en plus, le banc est famélique, en fait. Franchement, cette équipe, elle n'était pas construite pour pouvoir jouer le titre, et encore une fois, je le dis, c'est dingue qu'elle ait réussi à pousser le Thunder jusqu'à un Game 7 en l'état. C'est la preuve du niveau de taré de Nikola Jokic, qui masque énormément de choses. Et parmi les gens qui vont peut-être pouvoir essayer d'aller chercher cet été, moi, il y a un joueur qui revient tout le temps dans les rumeurs pour plein de contenders, et dans la majorité des cas, je suis hyper frileux. Moi, je pense que Kevin Durant serait le joueur parfait pour cette équipe des Nuggets, et je pense qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça pour lesquelles il serait parfait, en quelque sorte. Et c'est pour moi, pour le coup, là, c'est vraiment... Si c'est pour les Nuggets, ça vaut le coup de tenter un coup, je pense, si tu peux récupérer Kevin Durant, parce que le fit, il est idéal tout de suite, et je pense que ça change toute la physionomie de l'équipe si tu peux mettre la main sur KD. Alors bien sûr, je veux dire, ça peut paraître logique de dire ouais, mais tu rajoutes KD. Bien sûr que ça change la physionomie de l'équipe. Quand on en parle aux Rockets, moi je suis pas sûr que si j'étais les Rockets, j'essaierais d'aller chercher Kevin Durant et de sacrifier ce que j'ai à sacrifier pour aller chercher KD à ce stade de sa carrière. Par contre, pour les Nuggets, je pense que ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce qu'ils sacrifieraient du coup, Antoine? On a Michael Porter Jr. Moi, je me souviens, pareil, Théo, on avait beaucoup parlé quand il y a eu les rumeurs sur Kevin Durant. On avait tout de suite dit que Denver c'était dans mon ranking de là où j'aimerais voir Kevin KD. On avait tout de suite mis Denver tout en haut. J'avais rajouté Minnesota après, mais là aujourd'hui, ça me semble plus possible. Les Timberwolves sont en finale de conf pour la 2e année de suite. Ils ont un top 8 qui marche trop bien. Donc, je pense qu'effectivement, KD, c'est une piste contre Michael Porter Jr. Surtout que, quelque part, ce qui peut aider les Nuggets sur ce dossier, c'est le fait que Giannis Antetokounmpo, il y ait tout un truc autour de Giannis Antetokounmpo. On ne sait pas encore si Giannis il sera tradé, mais si tu es les Rockets, si tu es toutes ces équipes qui ont beaucoup d'assets, tu n'es pas en train de te dire je vais les céder pour Kevin Durant. Tu veux être dans la course pour Giannis Antetokounmpo. Donc, ça serait effectivement, si tu arrives à rencontrer... En fait, les Suns,
Porter Junior contre Kevin Durant, n'importe qui te dirait mais vous êtes des malades. Mais pour les Suns, en fait, si tu es dans une logique de reconstruction, tu n'auras peut-être pas 50 choix, quoi. Et l'idée de récupérer éventuellement un jeune, un pic ou deux dans le lot, ça peut t'aider. Sinon, l'autre option, je pense, c'est effectivement, comme vous avez dit, garder ce quatuor, c'est-à-dire garder Brown, Gordon, Murray, Jokic, changer Porter Junior pour 2 role-players. Je pense notamment, je sais pas, des Marcus Smart, tu vois, tu prends Marcus Smart, Malcolm Brogdon à Washington, des joueurs comme ça, va savoir. C'est le premier exemple qui m'est passé par la tête, il y a peut-être mieux, mais des vétérans, en gros, tu peux changer Porter Junior contre 2 vétérans, éventuellement, pas forcément tous très forts, et des meilleures signatures. Bon, Russell Westbrook, moi, j'ai trouvé que c'était globalement, c'était plutôt intéressant, tu vois, ça n'a pas fonctionné aussi bien. Arrivé là, il fait une mauvaise série contre OKC. Mais bon, tu peux remplacer. Tu as Dario Saric, ça n'a pas payé. DeAndre Jordan, il arrive en fin de contrat. Carrière. Un autre mot après fin de. Ouais, mais si tu arrives à trouver un autre mec à sa place, tu vois, qui au moins, en fait, que les Nuggets puissent se dire, OK, on a 8 joueurs, on est sûr de pouvoir les faire jouer, quoi. Là, il y a trop de joueurs qui ne pouvaient pas faire jouer, mais là, il y a trop de joueurs t'as qui trop peuvent pas raison, jouer. franchement. Mais franchement, même Watson, Strother, s'il y a des équipes prêtes, tu sais, c'est des jeunes au final. Si t'es les Hornets ou les Wizards, pourquoi pas avoir un gars comme ça? Mais là, aux Nuggets, c'est pas possible. En fait, c'est juste pas possible. Donc voilà, on a vu Brown a passé le cap, incroyable, impressionnant. Les autres, ça n'a pas marché. Tente ailleurs, en fait. Tente ailleurs, qu'ils essayent de récupérer des vraies pièces et d'avoir un top 8. Parce que voilà, Jokic, il est dans son prime. Et lui aussi a montré à un moment aussi des limites, Jokic, tu vois, finalement, sur cette série. Parce que trop seul, c'est vrai. Mais à un moment, il y avait trop de fatigue parce que trop d'accumulation. Et il prend un seul tir en deuxième mi-temps. 9 tirs en tout sur le match. Ouais, c'est... faut qu'il y ait du changement. Et juste un mot sur Adelman. Je suis curieux aussi de voir ce qui va se passer parce qu'au bout du compte, je trouve qu'il s'est vraiment très bien débrouillé vu la circonstance. Alors, on peut dire c'est plus facile quand tu as Jokic sur le terrain. Néanmoins, je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de ce côté-là aussi. Et je pense le pote chez qui j'étais hier pour regarder le match trouve que Adelman ressemble à Jim Carrey dans Dumb and Dumber. Et j'avoue que une fois que tu commences à voir ça, c'est très dur de ne plus voir. Ouais, il me fait penser à Boyle dans Brooklyn Nine-Nine un peu. Un mix des deux. Mais il a fait effectivement une très belle série. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre demi-finale de conférence avant demi-finale de conférence avant qu'on revienne sur les brièvement sur les finales de conf. Boston, New York, il y avait eu une réaction d'orgueil des Celtics. Les Knicks avaient l'occasion de terminer ça au Madison Square Garden. Ils l'ont pas raté là aussi. Gros blowout, 119-80, domination totale, grosse perf de New York. Le 5 majeur de New York, les 5 cadres de New York ont montré que ils n'ont pas été assemblés pour rien. Et New York va retrouver les finales de conférence pour la première fois depuis l'an 2000. Ouais, c'est énorme. Enfin, bon, ils ont fini le job, ils n'ont pas tremblé à la maison. On pouvait se demander parce qu'avec le match précédent de Boston, il pouvait y avoir un sursaut d'orgueil. Il faut pas enterrer les champions, tout ça. Non, les Knicks n'ont pas trop laissé de suspense. Encore, je repensais encore à Josh Hart qui était partout, qui fait un triple-double, le premier depuis 1 milliard d'années pour les Knicks en playoff. Non, les Celtics, ils y étaient plus, je pense. Enfin, là, moralement, c'était trop compliqué dans ce contexte-là. Alors, il ne faut pas résumer l'élimination des Celtics à la blessure de Jason Tatum, hein, évidemment. Il faut rappeler qu'ils étaient menés quand ils se blessent. Mais dans le Boston n'avait plus les armes, plus le mental, je pense, et les Knicks étaient trop concentrés. C'était impressionnant et ça fait quand même plaisir de voir. C'était assez inattendu toute la saison. On a passé à dire qu'on avait des doutes sur cette équipe, sur ses capacités défensives, sur est-ce que Kat ça va fonctionner, etc. Au final, ils sont là, ils ont vraiment bien fini le job à la maison. Ça fait plaisir, c'est une franchise à part quand même. Ouais, Boston qui s'est bien donné, hein. Ils ont tenté vraiment un quart-temps et après ils ont explosé dans le deuxième quart-temps. Là encore une fois, hein, c'est pas pour. Je retire rien du tout à cette victoire des Knicks et au fait que les Knicks atteignent la finale de conférence. New York a fait le job sur les 2 premiers matchs. Là, ils méritent largement de passer en finale de conférence. Simplement, ça se termine sur la fin. C'est trop dur pour Boston en fait. T'as pas Jason Tatum, t'as Jaylen Brown qui est sur un genou, t'as Porzingis qui est blessé.
t'es au fond du trou, c'est juste trop dur, mais ça enlève rien au mérite de New York, qui est voilà, quand même quand ça a été assemblé, même si on avait des doutes. Enfin, tôt, on s'est dit, cette équipe, elle a vraiment du talent. New York, ça peut aller loin. Et en fait, c'est ça, tu sais, sur les paris, faut te donner des chances, en fait. Parce qu'en fait, une saison, c'est tellement long, des playoffs, c'est tellement long, qu'il y a un moment, faut prendre des paris. Et pour l'instant, bah, ça a été pari gagnant pour New York qui retrouve la finale de conférence. Et il y a un facteur santé chaque année qui devient d'ailleurs agaçant, qui saoule certains fans. C'est qu'effectivement, l'équipe qui gagne, c'est souvent l'équipe qui reste en meilleure santé. Ouais. L'an dernier, Boston a réussi à gagner même avec un Porzingis, c'est dire la marge qu'il y avait pour les Celtics, mais avec un Porzingis qui était même pas sur une jambe, quoi, qui était à 15%. Les gens l'oublient, mais Luka Doncic, il prenait des injections aussi dans les chevilles, si je dis pas de bêtises. Donc les Mavs étaient aussi bien diminués. Chaque année, il y a des blessés. Et là, cette année, bah ouais, bien sûr que Denver, on est obligé de souligner, même si le Thunder passe, même si le Thunder domine, tu es obligé de souligner que Denver joue avec je sais pas combien de blessés, alors qu'en face, il y a peut-être des petites blessures, mais c'est plutôt, tu es plus proche des 100% que l'autre équipe. Là, pareil pour le cas de New York. Et par contre, ça c'est fort pour New York, c'est impressionnant cette durabilité. Parce que les Celtics, oui, était champion l'an dernier, donc sortait d'une saison longue. Mais les Knicks, on a vu, à chaque fois, on a dit, ouais, ils jouent beaucoup de minutes, on a vu Bronson se blesser à la cheville, on a vu Hart se blesser, on a vu Kat se faire mal. Au final, ils tiennent le choc, quoi. Ils tiennent le choc, le 5 majeur des Knicks tient le choc. Et effectivement, du côté des Celtics, Porzingis, c'est l'ombre de lui-même. Il est malade, on ne sait pas exactement ce qu'il a, ils n'arrivent pas à trouver, il a des problèmes respiratoires, ou en tout cas, ils n'ont pas déclaré ce qu'il avait. Jaylen Brown, il prenait des injections, on a appris qu'il avait un ménisque partiellement déchiré. Jason Tatum évidemment après, mais je te rejoins Théo. New York a fait le job sur ses 2 premiers matchs. C'est c'est particulier parce que tu dis New York, premier tour, ils sont passés à une faute obvious non sifflée de peut-être sortir au premier round contre Détroit, et derrière ils gagnent ces 2 matchs, donc ils passent et ils gagnent ces 2 matchs où ils sont menés de 20 points. Bah ils sont là en fait, juste ils sont là. Il y a du caractère et effectivement, il y a aussi beaucoup de talent. Il y a un 5 majeur, mine de rien, qui a beaucoup de talent, qui, des fois, n'est pas exploité au mieux, des fois, ne défend pas toujours très bien, mais par contre, là, sur ces playoffs, ils se battent. Et voilà, tu as des mecs, les Bronson, les Hart, les 5 joueurs du 5 majeur, c'est pas n'importe qui. Donc, chapeau aux Knicks. C'est assez marrant de voir la folie, d'ailleurs, qu'il y a à New York. T'as vu dehors le bazar, c'est incroyable. C'est une ville et une franchise qui ont juste besoin d'une étincelle pour démarrer. Les rues sont pleines. Alors, imaginez s'ils battent les Pacers en finale de conférence, s'ils vont encore plus loin, s'il y a un titre, on peut s'avancer un peu. Ça va pas être simple d'aller chercher le titre, mais voilà, c'est ce qui fait le charme de New York. Les gens attendent tellement un titre. Alors chez les garçons, parce que les filles en ont gagné l'année dernière, mais là, ça va être c'est incroyable. Les scènes, elles sont belles et elles sont marrantes à la fois parce qu'ils sont sur le toit du monde. Je sais pas s'il y en a qui ont rappelé encore à KD qu'il aurait dû venir au Knicks et tout. J'ai pas vu encore le détail, mais c'est forcément réjouissant. Ouais. Peut-être, est-ce qu'on peut enchaîner peut-être avec les Celtics, lourde de conséquences finalement cette défaite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une somme astronomique que les propriétaires s'apprêtent à payer s'il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, cet effectif, il coûte 500 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il coûte 200 et quelques millions, mais avec les règles du CBA, le fait que tu repasses au-dessus, que tu es à nouveau des années de suite au-dessus de la taxe, les dollars commencent à compter double et du coup, on est sur 500 millions de dollars. C'est une énorme facture. Je pense que les Celtics pourraient se permettre si cette équipe était encore candidate au titre. Mais là, sur l'an prochain, tu sais que tu n'auras pas Tatum. Je pense que même sans Tatum, tu es ultra compétitif, mais pas de là à aller au bout. Et est-ce que ça vaut le coup de garder un effectif à 500 millions si l'an prochain, tu ne peux pas être vraiment en mesure de jouer le titre? D'autant que c'est des nouveaux propriétaires, donc ils vont devoir Viennent de régler payer la facture. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'ils sont dans une situation qui est un peu compliquée. La ligne, j'imagine que vont essayer de faire les Celtics, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de continuer à payer autant pour une équipe qui ne pourra pas être championne. Et sans Jason Tatum, tu peux pas être champion. C'est aussi simple que ça. Par contre, effectivement, c'est de nouveaux propriétaires, donc tu peux pas non plus tout raser, arriver et dire vas-y, on veut pas payer l'ardoise, on va raser tout le roster. Je pense malgré tout qu'il faut bouger cet été, garder uniquement les éléments que tu vas vouloir garder pour après le retour de Tatum. Donc au milieu, il y a Jaylen Brown, qui est, je pense, indéboulonnable. Il y a certainement avoir Pritchard
et peut-être Derrick White. Derrick Moi, c'est White, les ouais. 3 joueurs en fait où je me dirais bon bah ceux-là faut les garder. Tout le reste, par contre, je pense que ça peut bouger. Et l'idée, encore une fois, je pense que Boston mettra sur le terrain l'an prochain une équipe qui sera compétitive. Ça va pas repartir de zéro. Autour de Jalen Brown et avec un bon coaching staff et des joueurs qui peuvent jouer, tu peux être compétitif à l'Est. Par contre, voilà, je pense que l'idée, c'est de se dire l'an prochain, on prend un petit peu de recul et on prépare déjà la saison d'après pour le retour de Jason Tatum. C'est comme ça que je verrai les choses. Encore un proprio qui a vendu au bon moment à Grousbeck. Il a encaissé 6 milliards et il laisse il laisse les nouveaux payer ce qu'ils doivent payer. Moi, je suis curieux, quoi qu'ils doivent se passer à Boston, je suis curieux de voir l'expérience Jalen Brown en franchise player, enfin en option 1 unique quasiment. Et je pense qu'on y aura le droit. Et après, autour, c'est vraiment l'incertitude. Est-ce qu'il y a encore une saison dans les pattes d'Al Horford? Quid de Porzingis? C'est très très flou. Je suis pas si certain que ce soit si facile d'aller loin, même à l'Est, ou d'être super bien classé si on Loin, va c'est peut-être autre chose. justement. De quoi? Aller loin, c'est autre chose. Moi, j'ai pas dit aller loin. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. On va sans doute se rendre compte de l'importance de Tatum là, dans cet effectif-là, si toutefois c'était pas encore le cas. Je sais pas ce qui doit bouger. Il y a un cas comme Jrue Holiday aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec Jrue Holiday qui a été un peu moins vendu cette année? Faut qu'il bouge. En fait, moi, je pense qu'il y a une transition obligatoire qui s'amorce. Tu sais, l'an prochain, c'est une saison blanche. Tu peux être compétitif, tu peux aller en playoff, tu peux peut-être même gagner une série, mais effectivement, tu n'iras pas loin, à mon avis, sans Tatum. Et Tatum, quand il revient, tu sais qu'il faut qu'il se remette un peu en jambes. Au début, il ne jouera pas les back-to-back, il y aura une restriction de minutes, etc. Donc, tu te dis, le moment où tu redeviens vraiment compétitif, c'est peut-être 2027, c'est peut-être 2028. Donc là, tu as 2 ans devant toi, 1 ou 2 ans devant toi, où tu peux essayer d'entamer une transition. L'avantage, c'est que dans 2 ans, Brown, il sera toujours assez jeune, Pritchard aussi et Derrick White aussi. Moi, pareil, ce quatuor-là avec Tatum, pour moi, c'est la base. Et autour, il faut faire un lifting. Je pense que Jrue Holiday, même s'il a dit qu'il voulait rester, qu'il est persuadé que cette équipe peut gagner encore un titre, ça c'est de la politesse parce que j'imagine qu'il n'a pas forcément envie de déménager, ce que je comprends, hein, c'est quand même des humains, il bouge beaucoup, il n'a peut-être pas encore envie de changer avec sa famille de destination, mais Jrue Holiday, il a 34 ans, il a encore une valeur auprès des candidats au titre. Il sort de playoff, il a été un peu moins bon, mais il a quand même une valeur haute. Holiday, ça peut être intéressant d'aller le donner à un autre candidat au titre, si possible peut-être même à l'Ouest, parce que de toute façon, dans 2 ans, quand dans ta fenêtre, dans 2 ans, il en aura 36. Dans 2 ans, Holiday sera plus compliqué. Et lui, c'est direct, tu peux faire des économies. Il est payé jusqu'en 2028. Aujourd'hui, les Celtics ne peuvent pas se permettre de garder ce contrat. Il a plus de 30 millions. Dis-toi que même transférer Sam Hauser, qui touche genre 11 millions, tu fais le triple d'économies quand tu transfères Sam Hauser. Donc, Jrue Holiday qui part, c'est peut-être le double ou triple d'économies. Je pense qu'il y a, enfin, on dépend, il y a quand même des salaires qui viennent en échange, donc ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais tu peux récupérer des salaires plus courts qui expirent au moment de ta fenêtre où tu es à nouveau compétitif, donc là où tu pourras ajouter des nouveaux joueurs. Tu peux essayer de trouver des role players un peu moins connus, entre guillemets, et voir si jamais ces gars-là, donc un petit peu moins connus égale un petit peu moins cher, voir si ces gars-là s'imposent dans le roster et on se dit, ah bah tiens, un peu comme quand ils font venir Derrick White, tu vois, ah bah tiens, non, en fait, ce gars-là, c'est parfait, il va nous aider pour la suite. Je pense qu'il y aura voilà, une espèce de transition tout en restant compétitif. Et pour Porzingis, ouais, je pense, alors son contrat expire, donc ça aidera à le refroguer, c'est-à-dire qu'il expire en 2026, donc tu peux éventuellement le transférer un peu plus facilement. Je pense que lui, à l'inverse, sa valeur, elle a peut-être pas augmenté. Peut-être qu'il faut limite mettre un pic selon l'équipe à laquelle tu l'envoies, mais ça reste un joueur fort avec un profil intéressant. Je pense que les Celtics peuvent aussi s'en séparer. Après, dans le pire des cas, son contrat expire en 2026. Tu n'es pas obligé de faire ce trade-là cet été. Tu peux le faire en cours de saison prochaine. Pareil un peu pour Holiday. Mais il y aura des deals. Je pense qu'il va y avoir du changement. D'ailleurs, Derrick White disait après l'élimination, il faisait comprendre, il n'est pas forcément triste parce que l'équipe a perdu, mais parce qu'il sait qu'en fait, il ne reverra pas cette équipe. C'est la fin de cette équipe, quoi. Et je pense qu'ils sont tous conscients du côté des Celtics qu'il va y avoir des gros changements du côté de Boston. Ouais, ce qui est intéressant pour Boston, c'est que tous les joueurs que tu as cités, pour une raison ou pour une autre, Antoine, je pense qu'ils ont toujours de la valeur en fait. Même Porzingis, si c'est une équipe qui veut tanker à fond, mais qui a besoin quand même d'avoir un salaire dans sa masse salariale pour que ça fonctionne, bah, ça peut intéresser une équipe comme ça. C'est pas pour dire que Porzingis est fini, mais c'est vrai que là, la saison a été très compliquée, la fin de saison très compliquée. Je suis curieux de voir, moi, quand je vois White, Jrue Holiday et Pritchard, même si je pense pas que Pritchard bougera,
je suis curieux de voir ce que Cleveland va faire cet été aussi. Parce que c'est des joueurs que je trouverais extrêmement intéressants pour les Cavs potentiellement. Chacun pour des raisons différentes. Je suis curieux de voir ce qui va se passer quand tu dis envoyer à l'ouest. Ça me fait penser à un truc, Antoine. Je me dis, il y a un moment, j'espère qu'il y a des joueurs qui vont revenir à l'est quand même, parce que les rumeurs de trade de Yanis, toutes les équipes, tous les prétendants, ça l'envoie quasiment à l'ouest. Il y a un moment, tu te dis, ça va être plus ouvert que jamais. Même le La first conférence pick, Est, si tout le monde se même le barre. first pick de la draft va à l'ouest. Donc, Le deuxième aussi. Et le deuxième aussi. c'est vrai. Exactement. Donc bon, non, mais ouais, je pense qu'effectivement, cette équipe, en l'état, on la reverra pas à la rentrée. Je serais extrêmement surpris parce que, à moins qu'il y ait quelqu'un ait trouvé un traitement miracle qui fait que Jason Tatum peut revenir à 100% en janvier 2026, sinon je verrai pas la logique de garder l'équipe en tant que telle. Juste pour Horford, par contre, voilà, lui, je serais moins étonné s'il restait parce que il sait que c'est bientôt la fin de carrière approche quand même. Je sais pas à ce stade-là si tu es dans le mode ouais, je veux vraiment essayer de gagner une dernière bague quelque part ou si tu veux rester comme étant l'un des Celtics qui auront marqué l'histoire de la franchise. Voilà, je serais pas surpris pour le coup si Horford était dans le roster quoi qu'il arrive à la rentrée. On peut peut-être passer un petit peu sur les finales de conf, du coup se projeter rapidement. Je propose qu'on repasse à l'ouest. On a donc un choc entre OKC et Minnesota. Deux sacrées défenses. Anthony Edwards contre Shai Gilgeous-Alexander. Qu'est-ce que ça vous inspire cette série? Qu'est-ce que vous avez hâte de regarder? Qu'est-ce que vous voulez surveiller de près? Ouais, mais deux équipes super excitantes avec de la jeunesse. Le duel Shai Anthony Edwards, il est quand même super excitant. C'est un vrai gros défi aussi pour OKC parce que Minnesota finalement a plutôt préservé ses forces au niveau physique, hein, deux séries pliées plutôt rapidement. OKC qui sort d'une série en 7. Certes, le dernier match, ils ont pu quand même économiser du monde. Ouais, le défi physique m'intéresse. J'ai envie de voir à quel point Minnesota va encore pouvoir défendre dur. Ça va être deux belles défenses aussi l'une contre l'autre. Avec Rudy d'un côté qui va aller aussi en finale de conf, ça fait franchement plaisir. Moi, c'est juste, je digresse un tout petit peu. Moi, c'est sur l'ensemble les deux finales de conf. Je trouve ça encore super rafraîchissant parce que dans tous les cas, il y aura un champion qui sera rafraîchissant parce qu'à part les Knicks qui ont gagné 2 fois, mais il y a 1 million d'années, les autres ont jamais gagné. Puis dedans, t'as Minnesota qui est une franchise de la loose qui arrive à aller 2 fois de suite en finale de conf, qui va peut-être aller en finale NBA. OKC qui s'est rebâti en étant aussi quand même quelques années à tanker, à être un peu déroutant sur le plan sportif. Indiana que personne n'attendait là ou presque. Enfin, je trouve que le programme dans l'ensemble est réjouissant. Après cette série-là, il y en a beaucoup qui imaginent, je pense, que le vainqueur du titre sera à l'Ouest et que c'est le vainqueur de cette série qui sera champion. Je ne sais pas si c'est une bonne prédiction, mais ce sera peut-être pas loin de la vérité. Ouais, ça va être une série vraiment cool à voir. 2 super défenses, des jeunes superstars, etc. J'ai l'impression, je partirai comme ça, et c'est pas parce que je sous-estime la valeur des Wolves qui prouvent depuis 2 ans que c'est une équipe très forte, très compétitive et qui sait très bien s'adapter. Voilà, big up Chris Finch. J'ai l'impression simplement, j'aurais tendance à penser que OKC peut faire tout ce que fait Minnesota et le faire un petit peu mieux. Et que c'est l'équipe qui a du répondant pour quasiment tous les joueurs d'OKC, tous les joueurs des Wolves. Donc moi, je mettrais quand même l'avantage à Oklahoma City. Et c'est rien retiré aux Wolves et à leur super saison. C'est juste que voilà, quand je vois des grands, OKC en a aussi, des arrières qui peuvent défendre fort, OKC en a aussi. Ça va être passionnant de voir tous ces ajustements. Julius Randle, que j'adore, franchement, qui fait les super post-season, va être central, encore une fois, je pense, dans la capacité des Wolves. C'est bien, pendant des années, j'étais tout seul dans le wagon, dans le train, Julius Randle, ça fait plaisir de... Ouais, non, mais c'est vrai, mais en fait, c'est même pas quand on change d'avis, en fait, c'est que Bien sûr. c'est ses performances qui ont changé, en fait. Il y avait des raisons. Et pour le coup, parce que j'en parlais avec Guillaume, notre fan d'Enix au sein de la rédaction, je pense aussi que Julius Randle est beaucoup mieux utilisé avec les Wolves qu'il ne l'était du côté de New York. Et je pense qu'il va avoir un rôle central, effectivement, à jouer dans cette série. C'est marrant parce que moi, je pense j'avais la même lecture que toi de la série, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est deux équipes qui ont les mêmes forces, mais qu'il y en a une qui fait mieux que l'autre. C'est notamment OKC. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, là, tu me demandes un score, je te dis le Thunder en 6. Par contre, je tiens à dire que sur les 5 dernières séries de playoffs de Minnesota,
je les ai donnés 5 fois perdants. Et ils ont gagné 4 fois. Il n'y a que contre les Mavs l'an dernier que finalement, ils ont effectivement perdu. Mais ouais, je pense qu'OKC a un petit avantage. Et pareil sur Randle, il y a un truc que le Thunder n'a pas. C'est un joueur comme Randle. Alors, par contre, ils ont quelqu'un à lui mettre dessus. Je pense que Lou Dort va devoir se charger de Randle par moment. Je pense qu'OKC va devoir souvent jouer finalement avec un seul big pour rejoindre sur ce qu'on disait sur la série d'avant. Et que Lou Dort sera un peu en mission sur Randle. C'est le seul qui a le coffre pour le tenir. Mais Randle peut être un très gros facteur. Voilà, c'est le scoreur intérieur que n'a pas, en tout cas dans ces zones-là, que n'a pas OKC. Il faudra un Randle. Je sais plus quelle expression qu'employait Zach Lowe, c'est bonanza ou je sais pas comment. Faut un Randle à 30 points par match, quoi, je pense, pour que Minnesota. Parce que Dort a le coffre, mais il est plus petit quand même que Randle. Et vraiment, quand Randle joue du bully ball, là, ça a marché sur toutes les séries. Il est vraiment. C'est là, en fait, la grosse différence avec le Randle d'Enix, c'est qu'il sait s'en servir à bon escient et dans la justesse. Donc, pourquoi je dis que Randle va être essentiel, c'est parce que je trouve que du côté des Wolves, la hiérarchie, elle est clairement établie, la hiérarchie en attaque notamment. Et du côté d'OKC, elle est établie aussi, mais on a vu quand même que Jalen Williams pouvait passer au travers. Et que derrière, en playoff, en fait, c'est cool d'avoir un banc long et de te dire, ouais, on va jouer... Notre avantage, c'est qu'on a plein de joueurs qui peuvent être bons. Mais le truc, c'est que tu n'es pas forcément sûr de savoir lesquels vont être bons et que tu as besoin quand même d'avoir 2 joueurs cadres sur lesquels tu te dis, bon, de toute façon, on va compter sur eux et où même s'ils passent au travers, ils auront un impact. S'ils passent au travers en attaque, je veux dire, s'ils passent au travers en termes d'adresse, ils vont continuer à avoir un impact. Et je pense que j'ai parlé de Randle du côté des Wolves, mais du côté d'OKC, ça va vraiment être super intéressant, notamment sur les 2 premiers matchs de la série, de voir quel type de joueur peut être Jalen Williams. Est-ce que ça va être le Jalen Williams du dernier match ou est-ce que ça va être celui où, même s'il a fait globalement une bonne série, il y a des moments où il a disparu quand même. Et je pense que du côté d'OKC, ça va vraiment être déterminant. Du coup, l'autre finale de conférence à l'Est, c'est New York contre Indiana. Ce qui est ironique, c'est qu'en l'an 2000, la dernière fois que les Knicks avaient atteint les finales de conférence, c'était déjà pour jouer les Pacers. Les Pacers étaient allés en finale, c'était avec Reggie Miller et Jalen Rose, équipe que je crois on a beaucoup aimé, Shai, toi et moi. Les Pacers, à l'inverse, c'est l'une des équipes qui est le plus allée en finale de conférence au cours des 15 dernières années. C'est quand même dingue, sachant que c'était chaque fois avec des équipes différentes, voire même des 20 dernières années. Je ne me souviens plus exactement de la timeline de cette stat. Indiana-New York, belle série qui s'annonce super série. Pour le coup, je pense que ça va être une belle série. Tu vois. Autant les séries à l'Est, à chaque fois, je chipote un peu. Là, je pense que ça va être une belle série. Moi, j'ai une question pour les Knicks. Non pas que je pense que les Pacers vont passer, mais c'est que là, ils vont être pour la première fois mis face à une équipe qui met du rythme. Et c'est vrai, on a vu New York défendre plutôt bien depuis le début des playoffs. Par contre, là, ils vont devoir bien défendre face à une équipe qui va faire bouger leur défense et qui va jouer très vite. Et sur ça, je pense qu'on ne l'a pas vu. Je pense que ça a été l'erreur de Boston d'ailleurs. Et grosso modo, toutes les équipes qui mettent du rythme dans ces playoffs vont loin. Et les Pacers, ils mettent du rythme. Et c'est sur ça que j'attends de voir les Knicks, c'est de voir est-ce que leur défense peut tenir le choc face au rythme des Pacers. En tout cas, moi, de mon côté, je pense vraiment que ça va être une très belle série. Le piège pour les Knicks, ce serait de penser qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont battu le champion en titre et le favori. C'est une équipe avec un profil totalement différent, qui est en pleine confiance, qui est, à mon avis, ravi d'avoir déjoué les pronostics à chaque fois sur les séries précédentes. Il y aura du rythme. Haliburton va mettre du rythme, va être un joueur aussi avec un profil qu'ils n'ont pas vraiment rencontré jusque-là. Il y a une petite vibe Reggie Miller sur le côté. La foule va être contre moi et je vais essayer de faire taire tout le monde. Ça va être assez marrant. J'ai du mal à avoir un pronostic stable pour l'instant. Je réfléchis encore parce que je suis un peu derrière les Pacers depuis le début des playoffs, donc j'aurais presque envie pour valider cette impression-là qu'ils aillent carrément en finale NBA. Mais quand j'essaie de réfléchir à tête reposée, les Knicks me semblent quand même avoir des arguments pour passer ce gros collectif d'Indiana. Donc comme ça, je dirais peut-être que je vois plus New York passer, pourquoi pas une série en 7 matchs, ce serait assez fou de voir 7 matchs, mais plutôt en 6 pour l'instant. Mais ouais, série hyper passionnante, même si peut-être le favori pour le titre se trouve pas là-dedans. Hein. Je l'ai dit, à mon avis, les gens vont considérer que ça va arriver de l'Ouest. Ouais, c'est marrant, tout l'historique entre ces deux équipes qui sont jouées aussi l'an dernier en play-off. Hein, donc il y a aussi de la rivalité. Et puis il y a le côté un peu... cette équipe des Pacers
qui est devenu un peu le poil à gratter de la conférence Est, là, qui n'est pas apprécié trop par les adversaires. C'est deux franchises finalement avec des vraies identités marquées. Ça va être passionnant à voir. Effectivement, sur le papier, autant j'ai l'impression que les Pacers finalement ont un style de jeu et un roster suffisamment profond pour embêter New York. Et en même temps, on a bien vu la capacité de New York à, à pas lâcher en fait, à rester. Et encore une fois, ça se joue sur les dernières secondes, les dernières minutes. Ils ont quand même un joueur exceptionnel comme closer en Jalen Brunson. Euh, ça va être cool, sachant que sur le banc de chacune des deux équipes, il y a les mecs avec lesquels personne veut se taper, James Johnson et PJ Tucker. Donc, ça me fait rire aussi de dire, les mecs vont pas jouer une minute, sauf s'il y a des blowouts, mais en même temps, personne va trop jouer les shows. J'ai hâte d'y être, ouais. C'est comme ça qu'on devrait déterminer la série. Juste un combat entre James Johnson et PJ Tucker. Et voilà. Mais au-delà des pronostics, je sais pas s'il y a des. Voilà, comme je vous ai dit, moi, j'aimerais bien voir. Pareil, je pense que c'est très dur à pronostiquer. J'aimerais voir la défense de New York face au rythme. J'aimerais voir les fins de match serrées du côté des Pacers. Alors, c'est vrai, ils ont été très clutch jusqu'à présent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de qualité de shot-making du côté des Knicks. Que ce soit Jalen Brunson, que ce soit Kat, que ce soit Michael Bridges qui a montré des choses aussi un peu en attaque sur la série précédente. Par contre, autant je pense effectivement que le grand favori là du reste de ce dernier carré, c'est le Thunder. On a quand même des playoffs super improbables et à la fois du coup super beaux. Je pense que c'est vraiment une campagne de playoffs que je kiffe comme rarement, alors que pourtant jamais, moi je vous le dis honnêtement, jamais j'aurais cité ni les Pacers, ni les Timberwolves, ni les Knicks d'ailleurs en finale de conf. Au début de la saison, je les aurais pas cités. En cours de saison, je ne les aurais pas cités. Au début des playoffs, je ne les aurais pas cités. Donc, il y a 3 équipes qui me surprennent. Le Thunder, quand même, je pense que j'aurais mis en finale de conf. On a des super playoffs, mais donc sur le favori, même si je pense que le Thunder est effectivement grand favori, là, en fait, aucune équipe là doit se dire on peut pas le faire, quoi. Les Knicks, ils peuvent très bien aller au bout. Ils peuvent être champions, les Knicks, vraiment. C'est vrai que j'aurais un peu plus de mal à imaginer les Pacers, par exemple. C'est paradoxal. Je pense que c'est eux qui ont le meilleur bilan avec les Timberwolves des playoffs. Mais là, si tu me demandes des 4 équipes, laquelle est la moins armée pour le titre, je dirais peut-être Indiana. Mais toutes les autres, je me dis, mais non, il y a grave la place, en fait. Même les Knicks jouent le Thunder. Ça rejoint ce que vous disiez. Faut que le Thunder, oui, c'est très fort, mais on a vu ce que ça donne si Williams s'y met pas ses points. Si Williams s'y met pas ses points, d'un coup, c'est très compliqué. Shea, il se retrouve à devoir attaquer des défenses avec très peu d'espace. Est-ce que Shea, déjà en saison régulière, c'était pas toujours un joueur qui mettait des matchs à 50 points, etc. Comment tu fais, tu vois? Je pense que les Knicks peuvent se dire, sur chaque série qui nous reste, en termes global, c'est nous qui avons le plus de talent. Genre, on a 2 All-Stars et on a un mec qui est pas loin d'être All-Star, tu vois, en Michael Bridges, tu vois. Et ce n'est pas le cas des autres équipes. Les Pacers, ils n'ont pas 3 All-Stars. Le Thunder a pas vraiment 3 All-Stars non plus. Holmgren, il n'y est pas. À ce niveau-là, je ne pense pas. Et les Timberwolves, ils n'ont pas 3 All-Stars non plus. Donc, si tu es les Knicks, là, les fans des Knicks, pas les hyper, mais ils sont déjà suffisamment hypés. Mais il y a quand même une vraie raison de se dire, bah ouais, en fait, on peut être champion, quoi. On a plus de notre 5 majeur, celui qui jouera de toute façon quand tu t'affrontes, bien sûr que le banc, ça compte, mais à ce stade, les titulaires, ils jouent 38 à 40 minutes. Donc 80 à 85% des minutes, bah sur 80 à 85% des minutes, on aura la meilleure équipe sur le terrain, quoi. Ouais. Ce qui est marrant dans cette série aussi, c'est qu'il y a 2 coachs, Rick Carlisle et Tom Thibodeau, qui sont avant tout des coachs défensifs, qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre en ayant des rosters qui sont avant tout axés sur l'attaque, et donc qui font des saisons régulières où c'est plutôt c'est l'attaque qui prédomine. Et quand je vois les ajustements qui ont été faits d'un côté comme de l'autre en playoff, des deux côtés, c'est surtout des ajustements défensifs qu'ils ont fait. Et autant sur les tours précédents, Tom Thibodeau me rendait un peu dingue parfois avec la pauvreté, j'ai trouvé quand même du jeu offensif des Knicks, autant ces ajustements défensifs ont été déterminants dans le fait que New York puisse passer Boston par exemple. Et donc voilà, d'un point de vue défensif, je suis vraiment curieux de voir quels vont être les choix stratégiques, les ajustements potentiels d'un match à l'autre, parce que c'est 2 très bons stratèges quand même qui sont allés loin. Carlisle a même été champion NBA. Je suis curieux de voir ce que va donner ce duel à distance aussi. Allez, peut-être pour terminer, on a fait le tour sur les playoffs NBA. Un petit mot de WNBA quand même, parce que la saison a commencé. Shai, il y a eu les premiers matchs, je te laisse nous en dire un mot.
C'est ça, il y a eu les premiers matchs, ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a des équipes, très peu d'équipes ont joué 2 matchs pour l'instant. Petite tendance, Minnesota qui était en finale l'année dernière a gagné ses 2 premiers matchs. Nafisa Collier est déjà incroyable, de très belles performances. Dans les équipes ambitieuses aussi, Indiana a gagné son premier match facilement. Caitlin Clark, triple-double. Antoine, je sais que ça te fait plaisir. Déjà un triple-double pour son premier match. Sa saison est déjà bien lancée. Contre Chicago, Roost 93 à 58. Il y avait un petit choc sympa aussi sur la première salve de match. C'était New York qui a assez facilement dominé Las Vegas. Ça va être une rivalité à suivre aussi. Pour les Françaises, Marine Johannes a joué un petit quart d'heure sans forcément briller beaucoup. Gabby Williams a eu un premier match très compliqué comme Seattle qui s'est fait écraser par Phoenix 80 à 59. Mariam Badian a joué les 2 premiers matchs aussi, 4 minutes, 5 minutes. Voilà. Pour l'instant, c'est difficile de tirer des enseignements. Washington, qui était attendu en candidat au tanking, a gagné ses 2 premiers matchs. Si vous avez écouté la preview qu'on a postée hier après-midi, où j'étais avec Ghislain pour décrypter un peu ça, il est encore temps aussi d'aller la regarder, si vous l'avez pas vu. Si vous voulez avoir une idée des forces en présence, puis de temps en temps dans les CQFR, on vous relayera les performances des Françaises et des grosses performances marquantes des autres joueuses. Voilà. Oui, il y a eu aussi les premiers points de Malonga, du coup, avec Seattle. Absolument, je l'ai pas mentionné. Et les débuts un peu difficiles de Paige Bakers aussi voilà. avec Dallas. T'as raison, Dominique Malonga qui a joué 10 minutes, 2 points, elle n'a pas pris de rebond, je crois. Enfin voilà, une entrée discrète, mais Seattle a vécu un match compliqué. Et Dallas, ouais, Paige Bakers elle a déjà pris des prises à 3, voire des prises à 4 parfois dans le match. Elle est déjà très très ciblée. On se souvient que Caitlin Clark aussi était tout de suite très ciblée la saison dernière. Elle a pris le pli au bout de quelques matchs. Je pense que ce sera la même chose cette année avec Paige Bakers. Exactement. Ouais, Caitlin Clark est revenue quand même avec un nouveau physique. Elle a pas joué, elle n'est pas allée en Europe, elle n'a pas joué à la Ligue Unrivaled, donc elle est prête physiquement, ouais. 20 points, 10 rebonds, 10 passes. Large victoire contre Chicago. Il n'y a même pas eu. On sait qu'il y a la petite rivalité avec Angel Reese. D'ailleurs, elles sont un peu. Oui, ça va être ça à chaque fois. Il n'y a pas photo. J'adore. Je suis désolé pour les fans d'Angel Reese. J'adore sur Twitter quand les mecs disent expliquez-moi ça en termes NBA qu'il y a un mec. C'est comme si André Drummond il était en bif avec Stephen Curry. Encore qu'en plus, elles sont pas en bif. Elles sont pas en bif, c'est ça qui est fou, quoi. Il y a un peu d'animosité. Il y avait la rivalité en NCAA, quoi. Mais il y en a plus. En fait, je trouve vraiment ça a été. Elles sont envoyées exploitées par les médias de manière disproportionnée, et ça a encore été le cas après ce match. Franchement, il y a une faute anodine, qui mérite pas qu'il y ait un buzz dès le premier jour de la saison régulière. Je suis tout à fait d'accord sur le constat je pense les médias, et d'ailleurs c'était odieux la manière dont ça a été monté en épingle l'an dernier, notamment sur le côté racial. Par contre, je pense que là, du coup, maintenant, d'une certaine manière, c'est présent. Et après la faute, il y a quand même, tu vois, il y a Reese qui est là en mode what the fuck you think you are, etc. Il y a derrière Angel Reese, qui refusait de répondre à tes questions sur Caitlin Clark. Alors après ça, c'est parce que je pense que les médias l'ont saoulé là-dessus. Et il y a aussi Clark qui envoie quand même une petite pique à Reese dans sa réponse sur le terrain, en micro sur le terrain, et après même en conférence de presse, en mode non mais il y a rien. Enfin il y avait que pourquoi elle s'énerve. C'est du verbatim que je fais, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais genre pourquoi elle s'enflamme, c'est une faute normale au basket, tu vois. C'est donc, très bien, c'est ce qu'il faut aussi. Il y a quand même un petit truc qui non, mais il y avait une rivalité à l'université déjà. Voilà, il y aura des pics, il y aura des moments un peu chauds sur le terrain, mais il faut ça aussi, il faut un peu de piment. Dans les grandes rivalités qu'il y a eu dans la jeune histoire de la WNBA, il y a eu ça aussi. Liza Leslie et Lauren Jackson ne pouvaient pas se piffrer, s'arracher la tête à chaque match. Enfin, et en dehors, elles vont se respecter. Les deux, elles vont peut-être jouer avec Team USA au prochain JO. Donc, il faudra bien s'entendre à un moment. Mais c'est à la fois monté en épingle et à la fois, il y a vraiment quelque chose, une forme de rivalité sportive aussi. Voilà, c'est normal. Non, justement, sportif, pour moi, elle n'existe pas. C'est pour ça que le truc André Drummond sur Stephen Curry, je l'aime bien. C'est que sportifs, ils ne sont pas dans la même classe quand même. Là. Après, là, je fais. Elle a quand même tapé un paquet de records l'an dernier, Angel Reese. Non, mais c'est pas les mêmes choses. Mais c'est drôle, quoi. C'est drôle. André Drummond aussi, il a des records de rebonds. C'est vrai. Je suis dur, je fais un peu le mec de barre. Dans les commentaires, les défenseurs, les fans d'Angel Reese, n'hésitez pas à dire Antoine ce que vous pensez. Voilà.
Yes, évidemment, bien sûr. Après, je taquine, hein, je taquine un petit peu. J'ai choisi mon camp, voilà. On a compris. Ah bah, Au cas où. Non, mais bref, je vais m'enfoncer si je continue. Allez, on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, on se retrouvera évidemment demain pour un nouveau CQFR. Il n'y a pas de match, si je dis pas de bêtises, cette nuit. non. Les équipes se reposent, ça va commencer mardi. Donc début à l'ouest, mardi, début de la série à l'est. Oui, dans la nuit, pardon, de mardi à mercredi. Puis la série à l'est commencera dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.